Tania McDonald. Merci et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je suis Tania McDonald, je suis directrice des programmes à la SPSS et je suis très heureuse que vous puissiez être des nôtres aujourd'hui, tandis que nous parlerons de politique et de qualité de vie en soins de longue durée. Alors avant de commencer, j'aimerais commencer par reconnaître que nous nous réunissons sur des territoires habités par des peuples autochtones depuis le début des temps. Plus précisément, je reconnais que je vous parviens d'Ottawa, le territoire non cédé, ancestral des Algonquins et des Anishinaabeg. Et nous reconnaissons le lien de ces peuples avec ce territoire et les sacrifices qu'ils ont faits. Nous offrons ce webinaire dans les 2 langues officielles. Si vous voulez voir les diapos en français, dites-le dans la boîte de dialogue. Nous vous invitons à vous servir de l'anglais ou du français en saisissant vos questions et vos observations dans la boîte de dialogue. Comme vous le voyez, aujourd'hui s'intitule de vie en soins de longue durée, le rôle des politiques. SALT est un programme financé par les IRSC. Il s'agit d'étudier des politiques qui encouragent la qualité de vie des résidents pendant les dernières années de leur vie. La Nouvelle-Écosse, l'Ontario, l'Alberta et l'Ontario y participent. Des chercheurs parleront des moyens par lesquels SALT aide le résident, ses proches et le personnel. Il s'agit de voir si on peut réglementer le respect. Par ailleurs, on cherche à savoir comment la COVID-19 a changé les programmes pour les résidents. Alors, nous avons 3 conférenciers invités qui présenteront leurs résultats. Denise Keefe, qui est responsable scientifique et co-responsable du volet 4, géontologie, à Mount St. Vincent. Elle est directrice scientifique d'une équipe qui cherche à améliorer les soins pour les résidents des établissements de soins de longue durée au Canada. En 2019, Dr. Keefe a présidé un panel sur cette question en Nouvelle-Écosse. Nous accueillons également Deanne Taylor, qui est utilisatrice de connaissances et co-responsable du volet 4. Elle anime des activités d'application des connaissances visant à améliorer l'utilisation des données probantes dans la pratique et permettre une plus grande application de la recherche. Elle est la chercheure principale du projet à l'étude. Et ensuite, nous accueillons Heather Cook, qui relève de l'Office de la défense des intérêts des personnes âgées en Colombie-Britannique. Elle s'intéresse à l'application des connaissances dans le domaine des établissements de soins de longue durée. Elle est directrice de la recherche à l'Office. Je cède la parole à Mme Marchand qui présentera le survol de la journée. Bonjour. Alors, pendant l'exposé d'aujourd'hui, nous vous donnerons un aperçu du projet SALT et ensuite, nous examinerons les politiques que nous avons recensées dans les 4 instances citées. Et nous parlerons de l'expérience de la COVID-19, c'est-à-dire les restrictions et les répercussions sur le personnel. Et enfin, il sera question de l'avenir des politiques sur les soins de longue durée au Canada. Avant de céder la parole à notre première intervenante, je vous invite à saisir vos questions et vos observations, chemin faisant, dans la boîte de dialogue, et nous les prendrons pendant la première période de questions. Et je cède à présent la parole à Janice Keefe. Bonjour et merci à la FCISS d'organiser la présentation de nos recherches. Grâce à cette plateforme, on apprécie énormément la possibilité de communiquer les messages que nous apprenons au fil de nos travaux au public. Alors, je suis responsable scientifique et je vais un peu vous parler du projet lui-même. Nous sommes une grande équipe qui sillonne tout le pays. Et comme responsable scientifique, je suis très heureuse d'être appuyée par
d'excellents chercheurs, utilisateurs de la recherche, un excellent conseil consultatif ainsi que des stagiaires et des cliniciens qui participent à ce projet avec nous. Nous avons beaucoup de chance d'avoir du financement des IRSC ainsi qu'un financement additionnel de la Michael Smith Foundation, de Research Nova Scotia ainsi que la Société de l'Alzheimer du Canada. Vous avez ici des photos des membres de l'équipe. Nous avons des résidents, des proches aidants, des travailleurs de première ligne, ainsi que notre conseil consultatif et un nombre d'utilisateurs de connaissances. Comme objectif, on voulait ajouter de la qualité de vie aux dernières années de vie, surtout pour les résidents des établissements de soins de longue durée. On ne voulait pas simplement rajouter des années à la vie, il faut penser à la joie, au bonheur. Ce sont les éléments, les ingrédients de la qualité de vie. Et c'est précisément ce que l'on souhaite ajouter. Comme vous le voyez, nous avons une vaste équipe, nous avons des stagiaires, des utilisateurs de connaissances, des collaborateurs. Nous sommes scindés en 4 projets. Un qui examine la cartographie des relations de soins à York, Ottawa et à l'Université Saint-FX. On examine aussi les pratiques de soins en matière de fin de vie et l'élimination de certains des symptômes les plus pénibles en fin de vie. Évaluer l'approche de soins à l'Université de Victoria. Et enfin, celui dont nous parlerons aujourd'hui, c'est-à-dire l'examen du contexte des politiques, le volet 4 du projet SALTI. Les moyens par lesquels les politiques favorisent ou ne favorisent pas du tout l'ajout de qualité de vie. C'est piloté par moi-même ainsi que Diane Taylor et Heather Cook. Sur ce, je cède la parole à Diane. Diane Taylor, bonjour. Très heureuse d'être ici. Alors, je vais vous présenter ce que nous avons fait dans le volet des politiques, tel que le présentait Janice Keefe. Alors, pour commencer, cette diapositive vous donne un aperçu de la méthode, de la méthodologie que nous avons employée. Que vous sachiez, ce que nous avons examiné sur le plan de la question de recherche pour ce volet, c'est-à-dire le contexte des politiques, était dans un environnement hautement réglementé des établissements de soins de longue durée, comment les politiques favorisent ou empêchent-elles la mise en œuvre de pratiques centrées sur la qualité de vie des résidents. On a examiné les politiques de 4 provinces, la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario et la Nouvelle-Écosse, et nous avons inscrit notre analyse dans les domaines de qualité de vie selon Kane. Et vous les voyez inscrits ici à l'écran. Nous nous sommes fondés sur 4 points de vue: famille, résident, personnel et volontaire. L'autre chose que nous avons faite, c'est que nous avons examiné ce qui était écrit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conversations par rapport à ce qui est écrit et ce que l'on fait. On voulait vraiment se concentrer sur le texte. Que dit le texte de la politique? Et dans notre analyse actuelle que je vais présenter aujourd'hui, nous avons examiné les lois impératives qui s'adressent directement aux politiques des soins de longue durée ou alors des politiques qui ne s'adressent pas forcément aux soins de longue durée dans un document qui permettent de se concentrer sur les résidents. Ça permet d'éviter, si vous voulez, les admissions. Alors, on a examiné les critères d'inclusion, d'exclusion, et on s'est retrouvé avec 100 répondants niveau 1, niveau 2, 41 documents de niveau 1, donc qui s'adressent aux soins de longue durée, 59 du niveau 2, c'est-à-dire installations ou politiques qui ne s'adressent pas forcément aux installations
de soins de longue durée. Alors maintenant, nous allons vous demander de vous poser une question. Dans le cadre de cette question, on voulait savoir ce que vous pensez des aspects de la qualité de vie et lesquels devraient être inclus dans les politiques pour améliorer les soins de longue durée pendant les dernières années de vie. Alors, comme vous le voyez, il y a l'autonomie, la vie privée, l'alimentation, la capacité fonctionnelle. Et je voulais que vous sachiez que la capacité fonctionnelle, selon Kane, est relative aux personnes âgées en soins de longue durée qui sont aussi indépendantes que possible dans toute la mesure de leur capacité intellectuelle et physique. Alors, je vois qu'on a des gens qui répondent. Nous allons vous donner encore une petite minute. Alors, je vois que vous parlez beaucoup d'autonomie, de relations, ainsi que vie privée, dignité. Alors, je vous donne encore 30 secondes. Alors, 83% qui disent autonomie et choix, ce qui est très intéressant. Au fur et à mesure de la conversation, j'espère que vous aurez de bonnes questions d'ailleurs à nous poser par rapport à ces domaines. Bien. Alors, la vaste majorité disent autonomie et choix. Ensuite, nous avons vie privée et dignité, relations. C'est excellent, formidable. Bien, alors le sondage est conclu. Alors, vous semblez vraiment indiquer que un aspect important est l'autonomie et le choix. Alors, nous aurons une conversation un peu plus tard concernant la place de l'autonomie dans les politiques, ainsi que la vie privée, la dignité, et on voit relation. Sécurité et ordre, 29%. Alors, nous en parlerons également. Alors, passons à une conversation sur les résultats associés au domaine de Kane. Alors, dans notre analyse, la sécurité et l'ordre étaient cités le plus souvent dans toutes les provinces concernées. Il s'agissait d'atténuer les risques. Le bien-être spirituel et la dignité étaient parmi les moins souvent cités dans l'ensemble des provinces, ce qui ne signifie pas qu'il n'existe pas de politique à cet effet. C'est simplement que c'était cité moins souvent que la sécurité et l'ordre ou les autres domaines d'ailleurs. Il y avait des différences sur le plan de la capacité fonctionnelle. Je vous ai un peu parlé de quoi il s'agissait pendant le sondage. On pense que cela peut avoir lieu dans des endroits où le contexte physique est différent. Les politiques sont parfois un peu tributaires du contexte physique du résident. Ensuite, lorsqu'on a examiné le point de vue des familles, c'est-à-dire examiner les politiques dans les niveaux 1 et 2, ce à quoi on voulait penser, c'était comment les familles étaient traitées par ces politiques. Les gouvernements provinciaux font davantage la promotion de la participation des familles et encouragent les établissements de soins de longue durée à faire participer les familles à titre de partenaires de soins. Pensez au sondage qu'on vient de faire, vous avez parlé de relations. Cela dit, il y a des tensions, c'est-à-dire que les politiques procédurales, c'est-à-dire qui devrait faire quoi. Dans ce cas-là, on peut parler de administrer des questionnaires plutôt que de se concentrer sur l'établissement de relations entre le personnel, les résidents et les familles. L'autre domaine dont on a parlé, ou qu'on a examiné, c'était la conceptualisation physique des installations. En Ontario et en Nouvelle-Écosse, on se concentrait beaucoup là-dessus. Cela permet aux résidents et à leurs familles, ainsi qu'au personnel, d'interagir. Cela encourage les activités significatives ainsi que l'autonomie. Toutes les provinces
exige qu'il existe un conseil des familles. Cela dit, leur constitution et leur exploitation varient selon la province. Par exemple, en Alberta, on est très prescriptif. On a toute une politique sur les conseils des résidents et des familles, alors qu'en Nouvelle-Écosse, il n'y avait que 2 phrases. C'est-à-dire qu'il faut constituer un conseil et qu'une famille peut l'exiger s'il n'en existe pas. Alors, quelques questions à vous poser. Qu'est-ce que ça signifie que d'avoir une dignité, une vie privée et un bien-être spirituel dans la politique plutôt, par exemple, que l'ordre et la sécurité? Et ensuite, comment cela contribue-t-il à la qualité de vie? Ce qui me mène à la prochaine question. Alors, dans le cadre de cette question, on vous demande, empêcher les familles de visiter leurs proches en établissement de soins de longue durée a-t-il une incidence sur la qualité de vie et sur les approches prometteuses décrites dans les politiques? Alors, c'est une question ouverte. Vous devez répondre comme vous l'entendez. C'est une réponse, on recherche une réponse libre. Alors, vous voyez, tout à fait, oui. Oui, les familles sont une partie essentielle de l'équipe de soins. Alors, les approches prometteuses sont, par exemple, l'établissement de relations entre le personnel et le résident, les attentes par rapport à la communication entre les établissements et les familles par rapport aux mises à jour. On a 39 réponses déjà. Les familles sont les mieux placées pour défendre les intérêts de leurs proches. Oui, et d'ailleurs, certaines politiques le soutiennent, mais ça n'est pas nécessairement prescrit. Alors, on aura peut-être une conversation là-dessus un peu plus tard lorsque viendra la période de questions. Alors, lorsqu'on pense à la COVID-19, si les familles prodiguent beaucoup de soins et aident le personnel, ou que le personnel fait face à une demande accrue, la famille se voit comme responsable de la surveillance, de la vigie. Ou alors, tandis qu'on constate une augmentation des décès en établissement de soins de longue durée associés à la COVID-19, comment la qualité de vie des résidents et de la famille est-elle affectée? Alors, beaucoup d'observations que je vois ici s'afficher comprennent cette impression. Ici, on dit pendant la pandémie, c'est malheureux qu'on n'est pas inclus. Tout à fait. Alors, je vous donne encore 20 secondes. Et ensuite, on passera au reste de l'exposé. La famille doit profiter d'une définition large. Tout à fait. Et lorsqu'on a examiné les politiques, on décrivait la famille différemment. Parfois, on disait que bon, vous êtes proche, dans ce cas-là, vous devez être formé par rapport à certains des processus. Bon, qu'est-ce que la famille, comme le dit cette observation? Bon, le sondage est terminé. Merci beaucoup de votre contribution. Parlons du personnel. Que nous ont dit les membres du personnel? Alors, que vous sachiez, la question était, est-ce que les politiques des établissements de soins de longue durée exigent que le personnel offre des activités qui contribuent à la qualité de vie des résidents? Alors, pensez à ces domaines de qualité de vie. Alors, dans notre analyse, on a constaté qu'on se concentrait beaucoup sur santé, sécurité, relations et également les relations médicalement définies. Alors, comme vous le voyez, c'est bien différent. En Colombie-Britannique, il n'y avait pas de politique sur l'individualité, sur le bien-être spirituel et la vie privée. En Alberta, rien sur l'autonomie, la dignité ou la compétence, la capacité fonctionnelle. En Ontario, le bien-être spirituel
ainsi que ainsi que les activités enrichissantes, on peut citer. C'est le cas aussi en Nouvelle-Écosse, pour les politiques de la Nouvelle-Écosse. Alors, quelle est l'importance des relations par rapport à la sécurité et l'ordre? Alors, voici la prochaine question. Une autre question à réponse libre. Répondez dans la boîte de dialogue. Pensez à ces questions. Quelles sont les répercussions de la COVID-19 sur les politiques relatives aux effectifs? Quelles sont les répercussions de ces politiques, à votre avis? Recrutement de l'effectif, absolument. Je suis très heureuse que quelqu'un l'ait indiqué. Tout à fait. Si vous pensez aux répercussions de la COVID-19, comment va-t-on recruter des gens pour travailler dans les établissements de soins de longue durée? Ça a été une inquiétude de longue date, mais c'est une inquiétude accrue en cette période de pandémie, et peut-être même de post-pandémie ou de deuxième vague. Ne travailler qu'à un seul établissement, oui, il y a eu des changements de politique, on l'a constaté, dans 2 provinces par rapport au travail à un seul site, plus de financement, rétention des membres de l'équipe, tout cela est très, très, très bien. Recrutement, écart salarial entre soins actifs et soins de longue durée, équité salariale. Oui, vraiment excellent. Contrôle des infections, éducation, équipement de protection individuelle, préposé aux bénéficiaires qui restent auprès des mêmes résidents et ne changent pas constamment. Ça fait longtemps, vous savez, qu'on débat de cette question, à savoir comment voit-on les choses du point de vue des employés plutôt que des résidents et comment conjuguer les deux? Relations qui contribuent à la qualité de vie, liens. Oui, ça c'est très intéressant et je suis vraiment très heureuse de voir que ce soit saisi dans la boîte de dialogue parce que si vous pensez au contexte des établissements de soins de longue durée, il y a certainement plus de temps pour le personnel d'établir des liens avec les résidents puisqu'ils sont là beaucoup plus longtemps qu'en soins actifs, en soins de courte durée. Alors, ça va effectivement faire partie du plan de qualité de vie. Alors, je vous donne encore 30 secondes, puis nous passerons à autre chose. Reconnaître les besoins en matière de deuil pour le personnel. Oui, absolument. Absolument. Changement au rapport entre le nombre de patients par membre du personnel. Alors, nous allons terminer le sondage. Ce sont d'excellentes observations. J'espère que nous aurons le temps à la toute fin de ce webinaire pour avoir de bonnes conversations par rapport à cela. Alors, quelques constatations très générales qui mettent en exergue les différences entre les provinces. Pour la Colombie-Britannique et l'Alberta, le résident a le droit de vivre à risque. Du point de vue de la Colombie-Britannique, c'est écrit du point de vue du droit, le droit des résidents. Les décisions doivent être prises par le résident davantage que par sa famille. Alors qu'en Alberta, cette politique est plutôt écrite de manière juridique pour réduire les risques et limiter les poursuites. Et on parle souvent de gestion des risques. En Ontario et en Nouvelle-Écosse, on se concentre beaucoup sur l'environnement physique. On fait la promotion des soins centrés sur le résident. Donc, on parle beaucoup de capacité fonctionnelle par rapport à la Colombie-Britannique et l'Alberta. Je vous le rappelle, la capacité fonctionnelle s'inscrit dans la qualité de vie, c'est-à-dire le résident doit être aussi indépendant qu'il le souhaite, conformément à sa capacité physique et cognitive. On ne fait pas
référence aux activités de la vie quotidienne. Pour la fin de vie en Ontario, on a insisté beaucoup sur la participation de la famille avant le décès. En Alberta, c'est explicité pour les soins de fin de vie. En Colombie-Britannique, c'est un aspect beaucoup plus relationnel. On reconnaît le rôle de la famille. Et en Nouvelle-Écosse, c'est rétroactif, c'est-à-dire que la famille doit être avisée après le décès. Enfin, concernant les bénévoles, on parle très peu des bénévoles dans les lois provinciales. Lorsqu'elles sont évoquées, on les décrit souvent de pair avec la famille ou les membres du personnel. En Ontario, on les soutient davantage cependant. Ils étaient plus fréquemment cités que dans les autres provinces. Alors voilà pour ma partie. Oh non, pardon. Nous avons une dernière question de sondage. Est-ce que la qualité de vie devrait être incluse dans les politiques et peut-on légiférer la qualité de vie? Très intéressant de poser la question. Alors, est-ce qu'effectivement, est-ce qu'on devrait légiférer sur la qualité de vie? Alors, vous pouvez saisir votre réponse. Vous avez la question à gauche, la qualité de vie devrait-elle être incluse dans les politiques? Et à droite, pouvez-vous légiférer là-dessus? Alors à gauche, on nous dit oui, la qualité de vie doit faire partie des politiques. Après la fin de ce sondage, Heather parlera des répercussions de ce travail. Peut-on légiférer sur la qualité de vie? Bon, il y a des gens qui disent oui, ça doit être intégré au niveau législatif, mais la majorité des gens disent oui, cela doit figurer dans les politiques afin d'influencer les services, les soins et les normes. Il y a quelques personnes qui disent non, le rôle des politiques est d'atténuer les risques. Très intéressant. Les définitions de la qualité de vie peuvent être un problème sur le plan de la législation. Oui, c'est vrai. Comment le définit-on? De quel point de vue? Pour qui? C'est une question très complexe. Comment est-ce qu'on réglemente? Si on réglemente, comment savoir quelle barre se donner et comment? Il existe des recherches à cet effet. Il y a beaucoup de conversations là-dessus. Mais comment le faire? C'est très complexe. Alors, je pense que point de vue sondage, on dit oui. Elle doit figurer dans les politiques afin d'influencer les services, les soins et les normes. C'est-à-dire que on peut les joindre l'une et l'autre, ces questions. Oui, il faut inclure la qualité de vie dans les politiques. Pourquoi? Pour influencer les services, les soins et les normes. Comme la pyramide de Maslow, on doit examiner tous les aspects de la qualité de vie. Oui, d'ailleurs, la pyramide de Maslow est examinée très souvent par notre groupe. La sécurité peut être à la base, mais cela nous ramène à une autre question. Comment savoir si la sécurité et l'ordre sont ce que souhaite la personne? Peut-être que la personne préfère un risque, préfère vivre avec un risque. C'est son choix. Alors comment équilibrer les deux? Et l'intérêt dans les politiques surtout. Alors d'excellentes observations. Alors je vous donne encore 10 secondes. Oui, ça doit faire partie des politiques. C'est difficile à mesurer, mais il faut avoir des mesures dans les politiques. Absolument. Mais il faut savoir quelles mesures et comment les aborder. Alors, beaucoup d'observations, et c'est excellent.
Alors la majorité des gens disent qu'on doit absolument tâcher de légiférer en matière de qualité de vie. Bien. Alors je cède la parole à ma collègue Heather Cook. Bonjour. Merci. Je lis la boîte de dialogue avec beaucoup d'intérêt et je suis vraiment ravie de voir les observations. Lorsqu'on a commencé ce projet, peu de gens croyaient que ce serait en ballon d'examiner les politiques au Canada. Et très certainement, ce qu'on a constaté, c'est plutôt qu'il existe des aspects très intéressants qui ont sans doute été mis en lumière par la COVID-19 partout au Canada, même à l'échelle internationale. Alors, bien qu'il existe des différences en matière de politique, de loi, dans le secteur des soins de longue durée au Canada, il existe également beaucoup de traits communs. Et un de ces traits communs, c'est l'intention de cette politique et des responsables des politiques. Nous estimons que ces politiques sont bien intentionnées ou de permettre de bons soins. Personne n'a pour but d'avoir des politiques qui aient un effet négatif dans le secteur. Mais ce qu'il faut envisager, à mon avis, c'est comment savoir si le niveau de bien est atteint. Et j'ai vu des observations dans la boîte de dialogue par rapport aux mesures de la qualité de vie. Quels sont les aspects importants qu'il ne faut pas omettre? Et à qui s'adressent ces politiques? Est-ce que c'est dans l'intérêt du personnel, du résident, de sa famille, du contribuable? Car chacun de ces groupes aura des intérêts différents. Oui, les politiques peuvent être un outil important pour le changement, mais il faut également identifier les conséquences inattendues. Lorsqu'on élabore ces politiques, les expériences des provinces du Canada et d'ailleurs d'autres pays nous ont peut-être donné le tremplin dont on avait besoin pour concentrer les politiques sur les mesures de qualité de vie, par opposition à la sécurité et l'ordre qui semblaient être les plus importantes pour les politiques partout au Canada. Il faut également chercher des mesures qui reflètent les besoins et les volontés des résidents. Surtout en Colombie-Britannique, on entend beaucoup parler de l'impact sur les familles et les résidents chez qui on a interdit les visites en raison de ces politiques qui visent à maintenir la sécurité des gens. C'était leur intention pour tout le secteur des soins de longue durée. Alors, notre analyse a décelé des politiques très prometteuses pour bien des domaines de qualité de vie. Alors, la question devient, comment la qualité de vie peut-elle se perdre dans le développement des politiques en raison de la COVID-19? Y aura-t-il un impact de la COVID-19 qui signifiera que les politiques se centreront davantage sur la sécurité et l'ordre plutôt que sur la qualité de vie? C'est une question fort importante qu'il faut continuer d'examiner. Très certainement, comme Diana Taylor le disait, en Alberta, le Conseil des familles a certainement son mot à dire. Il a voix au chapitre. En Colombie-Britannique, le libellé sur l'approche palliative et les soins de fin de vie insiste beaucoup sur l'importance des relations. C'est un des aspects qui pourrait s'appliquer, à notre avis, ailleurs au Canada. L'Ontario et la Nouvelle-Écosse s'intéressent beaucoup à la conceptualisation des établissements, ce qui est un aspect très important de la qualité de vie. Alors, une question qu'on se pose comme utilisateur des recherches et des politiques, une fois que les politiques sont identifiées, comment veiller à ce que le secteur les accepte et que l'on puisse faire le suivi de la mise en œuvre de ces politiques afin de veiller à ce qu'elles se traduisent dans le système de manière à encourager la qualité de vie. Et comment
et assurer l'équilibre entre la qualité de vie et la qualité des soins. On ne pense pas que l'on puisse avoir l'un sans l'autre. On pense aussi qu'il est très important de pouvoir garantir que les répercussions des politiques puissent être mesurées, déclarées au public de manière transparente, de sorte que l'on puisse comparer les provinces, car les systèmes varient d'une province à l'autre. Ça peut être très difficile donc de comparer les secteurs partout au Canada. Les populations, quant à elles, ne sont pas très différentes, mais la mise en œuvre des politiques change beaucoup d'une province à l'autre. Alors, on a une question à réponse libre de nouveau. Que nous réserve l'avenir des politiques des soins de longue durée après la COVID-19? Est-ce qu'on verra une augmentation, une diminution des politiques? Y aura-t-il une augmentation de la sécurité et de l'ordre? Ou est-ce que d'autres domaines de la qualité de vie seront en tête des priorités des politiques? Et quelle sera l'incidence sur les politiques en matière de ressources humaines en santé? Alors, vous avez l'occasion ici de répondre. Alors, vous allez voir que nous avons scindé cette question en 4. Alors, je vous donne quelques instants pour répondre. Alors, manifestement, vous estimez que la sécurité et l'ordre seront à l'avant-plan des priorités pour les politiques. Et il y a une certaine incertitude par rapport à l'impact de la COVID-19 sur les politiques. Bon, évidemment, c'est un peu difficile de l'envisager maintenant, c'est peut-être prématuré. Cela dit, on peut commencer à avoir des conversations par rapport à la qualité de vie dans l'élaboration des politiques. Les politiques sur le contrôle des infections, bon, oui, je suis d'accord que on va sans doute s'intéresser davantage au rôle joué par les proches en matière de qualité des soins et de qualité de vie en soins de longue durée. Je pense qu'il sera très important de voir où intégrer le proche aidant dans le système. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un visiteur, mais d'un membre de l'équipe de soins. Je trouve fort intéressant que l'on parle de ressources humaines, plus de temps complet dans les emplois, examen complet de la rémunération du personnel. Comme chercheur, on a beaucoup insisté sur le fait que ce travail est surtout féminin depuis longtemps. Et on peut se poser la question, quelle est la valeur que l'on a accordée à ce travail? Le travail est important. Ainsi, il s'agit de mettre en lumière la valeur de ce personnel formé pour les soins de longue durée. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les pratiques dans le secteur? Bon, il y a aussi la question des avantages sociaux et de la rémunération, manifestement. Le besoin d'avoir une présence accrue d'infirmières autorisées également. La formation et le recyclage, on espère que ce sera un aspect qui sera examiné aussi. Il y a une excellente observation ici par rapport aux mesures de protection, surtout les protocoles concernant l'équipement de protection individuelle. Et d'autres observations par rapport à l'impact des visiteurs sur la qualité de vie et la qualité des soins. Il y a beaucoup de pression de la part du public qui, à mon avis, aura un impact sur ces politiques. Il faut que la qualité de vie fasse partie des conversations. Alors, je vous donne encore 10 secondes. Merci beaucoup pour ces observations. Nous allons continuer de les comparer aux travaux que nous avons déjà faits. La COVID-19 a certainement mis en exergue beaucoup de choses, pas simplement les lacunes, mais aussi
les travailleurs dévoués et les familles passionnées qui étaient là pour soutenir leurs proches. Alors, bien que dans les médias, on voit les histoires plutôt négatives, lorsqu'on examine la chose dans son ensemble, on voit aussi que les familles et les membres du personnel ont continué d'offrir leur soutien tout au fil de cette crise. La sécurité et l'ordre sont prédominants dans les politiques actuellement. Après la pandémie, on pense que cette tendance sera à la hausse. Cela dit, on espère qu'il y aura une possibilité d'équilibre, de sorte que davantage de politiques se concentrent sur la qualité de vie et la qualité de la fin de vie, en examinant les possibilités d'une approche palliative dans le secteur des soins de longue durée, comme soutien permanent. Maintenant, concernant l'environnement physique, il y a des bâtiments très vieux qui ont souvent trop peu d'éviers pour se laver les mains, trop de lits dans la même chambre. Donc, ceci n'est ni salutaire, ni bon du point de vue de la qualité de vie. Et la participation des familles, bon, les comités de famille, les conseils de famille sont des politiques qui permettent d'encourager la participation des familles, mais il y aura aussi d'autres recherches sans doute sur les visiteurs et les bénévoles qui continuent d'aider un système à bout de souffle. Alors, les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux doivent examiner les pratiques prometteuses existantes et les déployer partout au Canada. Le droit du patient de vivre à risque, bien qu'en Colombie-Britannique et en Alberta, on l'évoque dans les politiques, il faut continuer, à mon avis, d'y travailler. Alors, je souhaite remercier tout le monde d'avoir participé à cette conversation. On apprécie beaucoup votre participation à nos sondages aussi. Sur ce, je vais céder la parole à Janice et à son équipe. Madame Marchand. Bonjour. Alors, je pense que nous allons passer aux questions et observations. Merci Heather, merci Diane et Janice. À présent, on aimerait vous céder la parole. Alors, de nouveau, n'hésitez pas, saisissez vos observations dans la boîte de dialogue. Je vois déjà beaucoup de gens saisir des observations et des questions. Alors, on va commencer à y répondre. Alors, la première s'adresse plutôt à vous, Janice, je crois. Alors, la première observation, je cherche quelques précisions à savoir comment vous avez choisi les 4 provinces pour vos travaux de recherche. Janice Keefe. Bien, alors, on les a choisis parce que nous avions des chercheurs présents dans ces provinces et donc nous savions qu'il serait impossible de couvrir les 10 provinces. Ainsi, on voulait avoir une représentation, surtout en Ontario, et connaissant le système en Nouvelle-Écosse, bon, on savait qu'on aurait une bonne représentation. Maintenant, chaque province est unique, mais d'autres provinces seront sans doute examinées ultérieurement. Merci. Alors, nous avons également une question de suivi concernant la diapo 16 qui concernait les constatations descriptives. Est-ce que vous avez dit qu'en Colombie-Britannique, le droit de vivre à risque est fondé sur les volontés de la famille? Diane Taylor. Oui. Alors, lorsque vous regardez le texte de politique que nous avons examiné, c'était du point de vue de la famille. Et donc, le droit du résident de vivre à risque en Colombie-Britannique est fondé sur sa volonté personnelle, mais en lien aussi avec la famille si c'est souhaité par le résident. La Colombie-Britannique tient donc compte des attentes du Conseil de la famille. Alors, l'observation était censée rapprocher les deux, le résident et la famille.
Madame Marchand, merci. Alors, je crois que la prochaine question, non, c'est plutôt une observation. Il s'agissait d'un résultat d'une des questions. On voit que l'autonomie est citée comme numéro 1, ce qui n'est pas conforme au premier enjeu cité pendant la COVID-19, c'est-à-dire la sécurité des patients. Est-ce que vous voulez en parler un peu? Diane Taylor. Eh bien, je vais commencer. Je vais demander à Janice et Heather de compléter. Oui, absolument. L'autonomie est contradictoire à la sécurité et à l'ordre, c'est-à-dire la réaction à la COVID-19, mais essentiellement, notre observation demeure que l'indépendance... En fait, je vais reposer une question. Est-ce que l'indépendance, l'autonomie doit être secondaire à la sécurité du point de vue de la fin de vie? C'est difficile de répondre lorsqu'on pense à la qualité de vie. C'est plutôt facile de penser au risque, à la sécurité, lorsqu'on examine le groupe dans son ensemble. Mais lorsqu'on y pense du point de vue du résident individuel qui est en fin de vie, qu'est-ce que ça signifie pour lui? Est-ce que l'autonomie est plus importante pour lui que la sécurité et l'ordre? Je vais demander à Janice ou à Heather de compléter. Janice Keefe. Bon, l'autre mise en garde, Diane, et je pense qu'on en a pris compte pendant nos recherches, au beau milieu d'une pandémie, évidemment, il faut imposer des mesures pour arrêter la propagation du virus à la fois dans les établissements de soins de longue durée que dans la communauté. Et je ne pense pas qu'on prétende que d'avoir des mesures pour empêcher la propagation d'un virus ne revêt pas une importance primaire. Cela dit, lorsqu'on pense à l'autonomie du résident, on pense à son autonomie du point de vue de son continuum de relations. Comment veiller à ce que l'on puisse garantir aux résidents qu'ils conservent toujours une certaine qualité de vie, quelles que soient les mesures de sécurité en place. Comment veiller à ce qu'il y ait un équilibre, sachant que pendant des périodes comme des périodes de pandémie, il est possible qu'on accorde plus d'importance à un qu'à l'autre, mais il ne faut certainement pas perdre de vue les volontés du résident et on ne doit pas non plus mettre les autres à risque. Madame Marchand, bien. Alors, je passe à une question de suivi. Quels sont les projets de cette équipe de recherche pour veiller à ce que les gouvernements tiennent compte des résultats de leurs recherches, tandis qu'ils passeront en revue les politiques de soins de longue durée? Alors, je vais céder la parole à Heather pour qu'elle y réponde. Heather Cook. Bien. Alors, très certainement, nous avons fait quelques exposés de ces recherches et nous espérons pouvoir partager nos résultats avec les décideurs. C'est certainement notre intention. Nous voulons qu'ils tiennent compte de la qualité de vie. Cela dit, Janice, vous aurez peut-être quelque chose à dire par rapport à nos projets spécifiques. Janice Keith. Eh bien, ça fait longtemps, surtout les universitaires de notre équipe, ça fait longtemps que nous demandons qu'il y ait une reconnaissance des aspects de la qualité de vie, que l'on tienne compte de la dotation des membres du personnel de première ligne. Alors, on a publié des articles à cet effet, 10 ou 12, je crois, et je serais heureuse de partager ces articles ou vous montrer d'ailleurs où trouver cette information sur notre site web. Nous avons aussi participé à certains des groupes de travail qui ont été créés, comme la Société royale du Canada et le ministère de la Santé, le gouvernement fédéral. Enfin, nous avons aussi une co-directrice du programme, Carol Brooks, fera un exposé devant le comité du Sénat demain, qui est saisi de la question. Alors, on essaie, cela dit, vous qui nous écoutez, si vous savez comment on pourrait
faire entendre cette information. On l'a très certainement partagée avec nos partenaires provinciaux dans chacune des provinces concernées pour veiller à ce qu'ils soient au courant de nos constatations. Or, nous savons qu'il s'agit d'une ou deux personnes au sein d'un appareil gouvernemental énorme. Alors, si vous avez des possibilités de nous aider, nous les accueillerions avec bonheur. Madame Marchand. Alors, la prochaine observation, après la discussion d'aujourd'hui, parlera-t-on des établissements à but lucratif par opposition à but non lucratif? Les observations, les établissements à but lucratif doivent absolument produire des résultats, alors que les sans but lucratif se concentrent exclusivement sur les soins. Alors, allons-nous parler des établissements à but lucratif par opposition à ceux à but non lucratif? Janice Keith. Ce que nous avons étudié, et là, bon, je dois dire quand même que c'est une excellente question, mais peut-être pour un projet ultérieur. Ce projet-ci examinait les politiques publiques. On a examiné les politiques provinciales qui touchent tous les établissements de soins de longue durée. Alors, qu'il s'agisse d'établissements lucratifs ou non, ils doivent adhérer à ces politiques, à ces lignes directrices qui sont imposées par le gouvernement provincial où ils exploitent leurs activités. Cela dit, nous avons des chercheurs dans notre giron qui, dans le cadre de l'établissement de la cartographie des relations, ils ont consulté divers établissements. Ce sont des recherches un peu plus approfondies qui examinent l'expérience sur le terrain, si vous voulez, par opposition à cette politique qui les gouverne. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler de cette question, car les politiques dont il est question aujourd'hui régissent l'ensemble du secteur, quelle que soit la propriété de l'établissement. Mais il existe énormément de possibilités de faire davantage de recherches afin de déterminer quelles sont les politiques au niveau organisationnel et comment ces politiques touchent les résidents. On pourrait effectivement l'étudier à l'avenir. Madame Marchand, merci Janice. Je vais laisser Diane Taylor répondre à la prochaine. Quelles mesures des parties prenantes doivent être examinées ou quelles mesures doivent être examinées par les parties prenantes pour veiller à ce qu'on ne menace plus le changement transformationnel à l'aide de ces politiques gouvernementales? Diane Taylor. Bon, c'est toute une question. Je vais demander à Heather peut-être d'y répondre. Heather Cook. Oui, bien écoutez, il y a certaines mesures, à mon avis, qui peuvent aider les décideurs. Entre autres, il s'agit de veiller à ce que les personnes âgées voient au chapitre. Par exemple, vous avez peut-être constaté dans la boîte de dialogue Jim Mann. Jim Mann est atteint d'Alzheimer. Il fait partie de notre groupe de recherche. Il se fait entendre haut et fort, de sorte que même les représentants du gouvernement savent qui est Jim Mann. Et souvent, ils le consultent pour savoir quels sont les impacts des politiques. Alors ça, c'est un aspect très important. Il faut inclure les personnes âgées dans les parties prenantes, les personnes qui vivent avec la démence, qui vivent en établissement de soins de longue durée. Alors l'équipe de Salty a justement des membres qui vivent en établissement de soins de longue durée et qui peuvent expliquer quelle est la grande différence entre la planification dans le secteur de l'établissement de soins de longue durée, travailler dans le secteur des soins de longue durée et vivre dans le secteur des soins de longue durée. Alors c'est très important d'avoir l'aspect expérientiel. Ensuite, il faut savoir quelles sont les pratiques prometteuses et pouvoir les reproduire. C'est toujours important, lorsque l'on cherche à apporter un changement dans un système, de pouvoir identifier
les, les bons points de démarrage. Diane Taylor, oui, merci Heather. L'autre chose que je rajoutais, c'est que en plus de J-Man et de Faye Forbes, une autre personne qui vit avec ce diagnostic, nous avions des résidents dans notre conseil consultatif, ainsi que des préposés aux bénéficiaires, ainsi que des bénévoles et des proches aidants. Alors, il est très important d'entendre leur voix et c'est ce qui nous permet de se poser des questions très difficiles par rapport à la recherche. Madame Marchand, une dernière chose, ou plutôt Janice Keefe, la dernière chose sur laquelle je souhaite insister, c'est la qualité de vie. Dans l'établissement de politique, il ne faut jamais omettre les domaines. C'est ce qui nous permet de comprendre en fait ce qu'est la qualité de vie. Il faut le ventiler en domaine. Il ne faut pas simplement voir la qualité de vie comme un concept nébuleux. Il faut vraiment le scinder en ses plus petits éléments constitutifs pour mieux le comprendre. Madame Marchand. Bon, je vois le temps filer. Alors, peut-être qu'on ne pourra prendre qu'une seule question. Mais continuez de poser vos questions dans la boîte de dialogue. Nous ferons le suivi après ce webinaire. Alors, la dernière question que je céderai à Janice est: des politiques fédérales devraient-elles régir la qualité de vie ou est-ce que ça devrait simplement être une compétence provinciale? Janice Keefe, bon, alors voilà une question très chargée. Je pense que les gouvernements provinciaux sont sans doute ceux qui ont l'expertise en soins de longue durée, en politique de soins de longue durée. Ainsi, je pense que, bon, le gouvernement fédéral a un rôle, oui, mais je pense que le gouvernement fédéral doit surtout financer ce genre de travail. C'est un des enjeux qu'on a constaté pendant la pandémie. J'espère que l'importance du secteur des soins de longue durée et l'attention que l'on accorde au sous-financement de ce secteur ne se conclura pas avec la fin de la pandémie. Ainsi, je nous exhorte tous à faire pression auprès de nos gouvernements provinciaux pour veiller à ce que la qualité de vie reste à l'avant-plan des préoccupations, qu'il s'agisse d'une loi distincte, que ce soit inscrit dans la loi sur les établissements de soins de longue durée ou que ce soit rattaché au financement pour améliorer le traitement des résidents. Je pense qu'il y aura énormément de conversations à ce sujet. Madame Marchand, merci beaucoup pour cette réponse éloquente et d'ailleurs, c'est un bon moment pour conclure. Nous avons quand même d'autres questions dans la boîte de dialogue. Nous sommes désolés. Peut-être qu'on aurait dû prévoir plus de temps à ce webinaire, mais nous allons demander à nos conférencières de répondre aux questions restantes ultérieurement. D'ailleurs, elles ont accepté de partager leurs coordonnées que vous voyez affichées à l'écran. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec elles directement si vous le souhaitez. Nous, comme je le dirais, obtiendrons les réponses à vos questions et vous aurez également un résumé de tout ce qui a été dit dans la boîte de dialogue. Ainsi, vous saurez ce qui s'est produit aujourd'hui, vous saurez quelles ont été les questions posées, quelles ont été les réponses que nos conférencières y ont apportées. Alors, merci à toutes nos conférencières. Je pense que nous avons certainement eu beaucoup d'attention et d'intérêt de la part de nos participants. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé vos résultats de recherche et on se réjouit de répondre aux questions restantes avec vous ultérieurement. Merci beaucoup pour cette excellente conversation. Nous savons que la conversation ne se termine pas aujourd'hui. La téléphoniste, mesdames et messieurs, ceci conclut votre appel. Merci d'avoir participé. Vous pouvez à présent raccrocher.